Bonjour à tous et à toutes, courte vidéo aujourd'hui où je m'afficherai pas en grand parce que je suis en gros crade. Genre je me suis même pas lavé là, c'est catastrophique, je régresse hein, finalement. Juste pour vous montrer un petit peu, voilà pour ceux que ça intéresse, les évolutions de ma préparation de la Shadow March 3, c'est assez cool parce que là la campagne, j'ai un peu le temps de la... Enfin je me laisse le temps, parce qu'on a toujours le temps. Je me laisse le temps de la préparer, de réfléchir jour après jour. Et j'ai déjà mis à jour pas mal le document des règles spéciales en fait de la campagne. Donc si vous les avez regardées, bah, je vais vous expliquer un petit peu les changements. Donc je vais pas repasser sur ce que j'avais vu déjà dans la première vidéo, je vous mettrai le lien en commentaire, quelque chose comme ça. Donc on a cette histoire de porteur d'éclat et tout, je passe, ça c'est les origines. J'ai ajouté des petits trucs un peu pour teinter l'univers ici. La corruption, le pouvoir est corrupteur et la magie en est la forme la plus évidente. Donc ça c'est... on lance des sorts, ça crée de la corruption, on utilise des objets magiques, ça crée de la corruption, etc. Heureusement, vous êtes des éclats, donc c'est pour un peu plus définir en quoi ça consiste être un éclat, même si ici, j'en parlais déjà, c'était un peu en mode trailer à la con. Là, c'est un peu plus précis. Vous êtes des éclats, vous résistez mieux que le commun des mortels à la corruption, et pouvez naturellement puiser dans le pouvoir, avec un grand P peut-être, j'aurais dû mettre, Osef, pour accomplir de grandes choses. La reine Olivia, donc là on est sur du soft world building, parce qu'en réalité, voilà, moi j'ai pas envie de créer tout un univers et tout, mais j'ai envie de mettre des icônes un peu à la 13e âge, ou des trucs comme ça, quoi, qui pourraient se voir développer pendant la campagne, mais pour l'instant j'ai rien écrit de particulier dessus. Mais en gros, donc la reine Olivia qui cherche à contrôler l'ensemble de la Bara. Donc, la Bara, c'est ce monde onirique, voilà, où tout pourrait se passer. Elle cherche activement des éclats comme vous pour la servir. Donc ça met ce côté, non seulement en soi la nature d'éclat fait que on est destiné en fait à devenir plus ou moins un aventurier. C'est une vision essentialiste de la chose, c'est-à-dire que c'est notre nature qui va nous pousser à ça. On sent l'appel de l'aventure, etc. Mais bien sûr, il y en a qui peuvent en profiter, donc ça met une petite profondeur potentielle supplémentaire sur des enjeux qu'il pourrait y avoir, tout ça. Donc la reine Olivia, entre autres, cherche des gens comme vous. Magiciens et sorciers convoitent quant à eux l'astralite. Donc là, on est encore une fois là, un peu plus sur du hard world building, parce que, enfin, quelque chose de déjà plus implémenté dans le gameplay et dans ce que je prévois de faire jouer. Donc l'astralite, ce serait un cristal qui est capable de mitiger les effets de la corruption. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les porteurs d'éclat qui peuvent faire de la magie et tout, les autres peuvent le faire, mais eux, ils sont obligés d'avoir de l'astralite pour mitiger la corruption parce qu'ils ont une bien moins grande résistance à la corruption que les porteurs d'éclat. Donc ça met une petite économie potentielle dans le jeu et d'un objet qu'on va apprécier looter pour faire n'importe quoi avec. Donc voilà. Ensuite la Bara. Donc la Bara, monde aux limites inconnues. On dit que c'est peut-être un grand continent brisé, ou alors à l'inverse que ce sont plusieurs mondes qui se coagulent, qui se rapprochent à une vitesse imperceptible. Voilà, ça sert pas à grand chose en termes de mécanique. Peu importe la vérité, la Bara est un monde brisé. Ouais, ok, je fais des répétitions, c'est super. Étrange et changeant, et blablabla. Donc ça, c'est que du blabla. La lumière, donc ça c'est pour la classe de prêtre. Donc j'avais dit que je limitais aux 4 classes de base pour augmenter les possibilités de progression, etc. Donc il fallait vraiment que je justifie juste ces 4 concepts. Bon, le magicien, le guerrier, le voleur, on les capte assez vite, quoi. Le prêtre, c'est un petit peu différent, puisque j'avais pas envie d'un monde où... en fait, j'ai pas envie que les joueurs aient à choisir un dieu, forcément, et que ce soit au centre des conversations, et qu'on fasse « je jure sur Ged de faire bidule et tout ». Si les joueurs ont envie que leur personnage ait un dieu, c'est possible, mais c'est pas un truc central nécessairement. En fonction de l'endroit où on se trouve, les dieux, on s'en fout. Dans d'autres endroits, peut-être que les dieux ont une importance dans la culture, etc. Peut-être que les dieux existeront sous forme d'esprit, peut-être qu'il y aura des plans parallèles où il y a des entités très puissantes qu'on peut considérer comme des dieux et tout, mais j'avais pas envie de rendre ça central, ni de mettre un panthéon ou quoi que ce soit. Par contre, je voulais mettre une place différente à la magie du prêtre par rapport à celle du magicien quand même, et donc j'ai juste mis le concept de lumière. Donc si la magie peut prendre de nombreuses formes, la plus rare et prisée est celle qui ne s'apprend pas, le don de lumière. Certains prétendent que ceux qui sont touchés par la lumière sont bénis des dieux. Donc effectivement, quand on prend la classe de prêtre, peut-être qu'on sera vu comme quelque chose de divin, mais en soi, on n'est pas obligé de vénérer un dieu, etc. D'ailleurs, j'avais enlevé le concept de penance, on y reviendra après. Mais donc voilà, et les concernés, eux, ils voient souvent une contrainte, voire une malédiction, puisque comme toute magie, bah, utiliser le don de lumière, c'est corrupteur, mais quand vous êtes la seule personne à pouvoir repousser des morts vivants et soigner les blessures à des dieux à la ronde, qui êtes-vous pour refuser d'aider votre prochain? Je vous le demande. Donc voilà. Ici, rien n'a changé sur la création de personnages. J'ai ajouté un petit truc sur la progression.
pour avoir écrit sur mon petit document qu'à chaque niveau, en fait, on relance tous les dés de vie. Ah, d'ailleurs, j'ai fait une coquille, mais la flemme. À chaque fois que je vais modifier un truc, je refais une coquille. Je suis vraiment un débile. À chaque niveau, donc, on relance tous les dés de vie, plus le modificateur de constitution, ce qui donne le nouveau nombre de points de vie. Si le résultat est inférieur au nombre de points de vie du niveau précédent, les PV augmentent de 1. Donc ça fait que ça lisse la montée en points de vie, et qu'en gros, il y a moins un gros truc de malchance ou de chance sur la montée en points de vie. C'est-à-dire que si votre dé de vie, à chaque fois, vous faites un 1 à chaque niveau où vous montez, vous pouvez retrouver avec un guerrier qui a 20 points de vie en fin de carrière, alors que statistiquement, il devrait plutôt se retrouver autour des 40, voire 50, non, plutôt 40 points de vie, quoi. Ouais, c'est un truc comme ça. Non, en moyenne, mettons 10 niveaux, normalement plutôt autour de 50 points de vie en moyenne, le guerrier. Là, ça va aplanir, ça va faire en sorte il sera plus proche de cette moyenne que s'il jetait son dé de vie qu'il additionnait à chaque niveau. Et c'est pareil pour toutes les autres classes. Hein. Ça évite aussi d'avoir des voleurs à 8 points de vie après 20 séances, quoi. Donc voilà. Donc pour la corruption, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est que j'ai un peu plus cadré cette histoire de manœuvre héroïque. Je savais pas trop quoi en faire au départ, donc là je l'ai un peu plus cadré. En gros, lorsqu'un personnage veut faire une action qui sort du cadre des règles, il peut annoncer qu'il veut faire une manœuvre héroïque et décrire l'effet qu'il souhaite obtenir. Le démiurge détermine l'effet. Donc s'il y a un effet mécanique, genre vraiment à statuer, genre des points de vie, je sais pas quoi, tout ça, en gros il y a une sorte de négociation autour de l'effet et du prix. Et le prix, il s'exprime toujours en dés. C'est-à-dire que la philosophie de base du jeu, c'est que dès le départ, on peut faire des trucs de fou avec la corruption, mais à chaque fois, il y a beaucoup d'aléatoires là-dedans, et que si on trouve des objets magiques, si on apprend des nouvelles capacités, si on apprend des nouvelles techniques, on va pouvoir se systématiser certaines manœuvres pour les rendre plus prévisibles. C'est-à-dire qu'elles auront toujours un coût en corruption, mais ce sera plus aléatoire. C'est-à-dire que si je suis niveau 1 et que je veux faire une attaque qui clive pour toucher 4 zombies qui sont autour de moi, bah très bien, le MJ peut dire « Ok, 4 zombies, et ben tu vas acheter un des 4 de corruption. » En échange de quoi, ton jet d'attaque, bah, si tu réussis ton attaque, tu pourras toucher tous les zombies. Là, vu qu'ils ont la même classe d'armure, si t'en touches un, bah, t'en touches un des 4 potentiellement. Donc c'est un des 4 de corruption pour toucher un des 4 zombies. Mais si par exemple, en progressant, j'obtiens une arme qui a le cleave comme capacité de base, un objet magique comme ça, ou alors que je sais pas, je vais voir un maître, j'en sais rien, pendant la campagne, un professeur qui peut m'apprendre une compétence, bah peut-être que je pourrais apprendre un truc qui fera que je peux utiliser le cleave, un des 4 de cleave tout le temps si je le souhaite, sauf que ça me coûtera que 2 de corruption, ce qui m'évite 4 de corruption. Alors ça, je pourrais plus faire 1 de corruption, mais j'aurai une prédictibilité en fait. Et donc du coup, ça fait que de base, quand on fait des actions auxquelles on n'est pas entraîné, la règle c'est que c'est de l'aléa, et quand on fait un truc que notre classe ou l'entraînement de notre personnage doit aider à faire, en fait, ça devient prévisible. C'est pour ça que le magicien, quand il lance un sort, il prend pas un des 4 de corruption à chaque fois qu'il lance un sort. Il prend 1 de corruption, donc c'est très maîtrisé. Par contre, s'il veut relancer un sort qu'il a raté, là il va prendre de la corruption. Ça, il faut que je le supprime. Je vais refaire une passe dessus avant de le mettre sur Discord. Mais voilà, parce que ça, je le répète après. Alors, là, il y a un truc qui est intéressant. J'ai eu plusieurs versions, là. D'ailleurs, si vous étiez sur le Discord, que vous avez regardé les PDF, ou même les joueurs avec qui je leur passe un petit peu au fur et à mesure les mises à jour. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec eux des mécaniques pour voir s'ils trouvaient ça cool ou pas. Avec ceux qui étaient disponibles. Il y a un truc qui m'embête. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Avec Shadow Dark, enfin qui m'embête, qui m'empêche parfois de faire ce que je veux ou de rendre intéressant certains trucs que je trouve qui devraient être intéressants. C'est que on peut manquer un petit peu de méta-currency, vous voyez. Quand vous avez que des points de vie dans votre jeu, ça fait que lors de rencontres aléatoires, etc., bah, le seul enjeu, entre guillemets, enfin, il y a le temps. Le temps, c'est dans tous les jeux de rôle. Si vous avez, il y a du temps qui est en jeu, par exemple, vous devez vous rendre à un endroit le plus vite possible pour empêcher qu'un rituel maléfique ait lieu. Dans tous les cas, narrativement, on va dire, entre guillemets, le facteur temps dans tous les jeux, à moins que ce soit une expérience très dirigée où c'est le MJ qui décide à chaque moment des événements pour etc. Le facteur le plus important, c'est le temps. C'est ça qui va vous pousser à faire des choix. Est-ce qu'on va à gauche ? Est-ce qu'on va à droite ? Chemin long, chemin court. S'il y a un obstacle, quand je vais jeter les dés, l'enjeu, si ce n'est de mourir, c'est celui du temps. Si vous n'avez pas d'autres mécaniques, bien sûr. Parce qu'après, j'ai un peu empiété dessus, le deuxième enjeu qu'il y a dans beaucoup de jeux de rôle, bah, c'est mourir ou pas. On a très souvent des points de vie. Et après, bah, il peut y avoir la santé mentale, il peut y avoir, etc. En gros, il y a des entre guillemets, ce qu'on pourrait conceptualiser en termes de game design comme des monnaies, en fait, un petit peu, à dépenser. Et en fait, le problème, c'est que dans beaucoup de voyages, de séquences comme ça, de voyages, des obstacles un petit peu qu'il peut y avoir sur la route, tout ça, les points de vie ne suffisent pas dans Shadow Dark, selon moi, soit parce que
ça rend tout trop mortel, c'est-à-dire que si à chaque fois que je fais une rencontre aléatoire ou un événement aléatoire, genre il y a un ravin à traverser, il y a des sables mouvants, il y a des trucs comme ça, l'enjeu c'est les points de vie, bah soit je dois faire une rencontre hyper dangereuse pour que ça ait un intérêt à être joué et que potentiellement on puisse mourir pour qu'il y ait un intérêt à le jouer, ce qui fait que bon, ça peut quand même porter le jeu vers quelque chose qui m'intéresse un peu moins. En fait, moi ça peut arriver hein, que quelqu'un meure en tombant dans un trou, etc., etc. C'est quand même pas forcément ultra le fun. Donc, en général, par exemple, là, je veux jouer dans le désert un petit peu, vous voyez, une tempête de sable. Si, quand on jette les dés, il y a un enjeu mortel, c'est un peu violent. Surtout que ça nous tombe sur la tronche. Il n'y a pas 30 000 approches pour pondérer le truc, pour faire face à la tempête de sable. Enfin, il va sûrement falloir courir pour se mettre à l'abri ou que sais-je, ça va demander quelques jets de dés. Et si à l'issue de ces jets de dés, on crève, c'est pas ouf. Mais en même temps, si on peut pas crever à la tempête de sable, et qu'on est dans un jeu où on peut rapidement aller se reposer et récupérer des points de vie, le fait d'avoir perdu 8 points de vie pour ensuite dormir et revenir à 100% de ses points de vie, ça fait que la tempête de sable, pareil, on s'en fout un petit peu. Donc bien sûr, il y a d'autres moyens d'attaquer les PJ. On pourrait détruire de leur équipement, on pourrait leur faire perdre du temps comme on le disait plus tôt. Mais voilà, moi j'avais le sentiment que j'avais besoin de quelque chose en plus. Et donc j'ai pensé déjà à la corruption. La corruption, c'est une sorte de monnaie comme ça, hein, une monnaie de jeu pour péter les règles hein, pour le coup. En vrai, la corruption, c'est plutôt à l'avantage des PJ. Un tout petit peu au désavantage du magicien, le fait que ça coûte 1 de corruption de lancer un sort. Mais en vrai, avec le fait que dans l'univers, il va peut-être pouvoir trouver des objets pour avoir une plus grande réserve de corruption, ou le fait que, grâce à la corruption, il va pouvoir relancer des jets de sorts ratés, c'est plutôt l'avantage du magicien. Parce que, de base, le magicien lance un sort, s'il rate, il peut plus le lancer. Donc en fait, c'est plutôt à l'avantage des PJ, cette mécanique de corruption. Je pense, et surtout ça leur donne une grande liberté et tout de suite des choix intéressants de est-ce que je me corromps et tout, enfin je trouve que ça apporte quelque chose. Mais voilà, c'est plutôt à leur avantage globalement. Là par contre j'ai introduit une notion d'état qui est plutôt à leur désavantage. Alors je vais m'expliquer, en fait au début je voulais faire un truc de fatigue, et la fatigue c'était une jauge qui monte, qui descend en fonction de ce qu'on fait, etc. Mais je trouvais que c'était chiant parce que ça rajoutait des maths, ça rajoutait des calculs. Et en fait, en soi, rajouter quelques calculs, ça ne me dérange pas. Mais un calcul répété et qui a peu d'intérêt, ça me dérange. C'est-à-dire que si, par exemple, j'avais mis un calcul du type... par exemple, j'ai une jauge de... Je calcule ma jauge avec ma constitution et tout. Admettons, mon personnage, voilà, il peut prendre jusqu'à 6 points de fatigue. Si, par exemple, quand il y a une tempête de sable, eh ben, il peut prendre un D4 de fatigue. Mais que quand il dort, il peut supprimer 1 de fatigue, et que quand il prend une ration, il peut supprimer 1 de fatigue, mais que le lendemain il se fout de la cheville, et il prend 2 de fatigue, etc. En fait, on va pas arrêter de faire des petits plus fatigue, moins fatigue, plus fatigue, moins fatigue. Donc déjà, il y a cet aller-retour, mais en plus j'avais peur que ça provoque un gameplay basé sur la micro-gestion et une sorte de forme d'aversion au risque, ou de conservatisme, qui allait faire que au final, tout ce que ça allait provoquer, le fait qu'on prenne de la fatigue, c'est à un moment donné, faire que nos PJ vont simplement décider de camper pendant 3 jours et de rien faire, pour récupérer. Un délire comme ça en gros. En plus, mon problème sur la première version, c'est qu'en gros quand les PJ maxaient leur jauge de fatigue, c'est-à-dire par exemple ils arrivent sur 6 sur 6 de fatigue, l'effet c'est qu'ils avaient un désavantage à tous leurs jets de dés. Il y avait trop un truc on-off, c'est-à-dire que s'ils perdaient 1 de fatigue, cette condition ne s'appliquait plus en fait. Le fait qu'il y ait une granularité dans la fatigue faisait que l'effet négatif ne s'appliquait que quand on avait atteint notre maximum de fatigue, ça faisait un mode on-off, c'est-à-dire que j'avais mis un truc du genre après une nuit de sommeil on perd 1 de fatigue, donc c'est à dire qu'en gros après une nuit de sommeil on s'enlève à chaque fois la fatigue quoi. Alors en soi c'était pas trop gênant parce que si je suis qu'à 1 point de fatigue de maxer ma jauge et de redevenir fatigué, je suis pas sorti d'affaire. En fait il faut vraiment que je me repose pendant longtemps pour récupérer de ma fatigue. Le problème c'est qu'en fait se reposer ce n'est pas du gameplay. Enfin c'est du gameplay parce que le temps passe, donc il y a un enjeu, mais on va dire que c'est simulationniste un petit peu. C'est-à-dire, je dois me reposer pendant longtemps, et quand je me repose, au final, c'est une sorte d'ellipse, enfin, genre, je sais pas, ça manquait, je trouvais qu'il y avait ça n'allait pas. Une autre possibilité à laquelle j'avais réfléchi, c'était que, par exemple, on prenne des niveaux de fatigue, et que, par exemple, je suis niveau 1 de fatigue, j'ai -1 à tous mes jets de dés. Je suis niveau 2 de fatigue, j'ai -2 à tous mes jets de dés, etc., etc. Donc ça aurait pu être un peu plus intéressant, mais au final, c'est quand même hyper violent, je trouve. Vous allez me dire, le désavantage, c'est ultra violent aussi. C'est ultra violent. Mais le truc, c'est que le désavantage, on l'atteignait pas trop vite. Le -1, puis -2, puis -3, ça signifie qu'en fait, il va y avoir ce nivelage, et qu'en fait, pour que ça ait un intérêt, entre guillemets, ça veut dire qu'en fait, on va souvent avoir des malus de fatigue, quoi. On va souvent avoir des malus de fatigue qui vont fluctuer entre -1 et je sais pas combien.
Et puis en plus, là pour le coup, ça rajoute un truc de maths un peu chiant, parce que c'est-à-dire que on fait notre GD, donc on fait ok, donc j'ai plus 2 en force, j'ai plus 3 parce que j'ai cet objet magique, et là j'ai moins 2 parce que je suis fatigué. Enfin bon, c'est pas sorcier, hein. Mais en termes de fluidité, je trouve ça pas dingue. Maintenant que vous avez mon explication, je vais vous expliquer ma réflexion sur les états. Donc, si vous regardez votre écran, vous avez pu le lire avant, mais je vais quand même vous expliquer. Avec les états, je trouve que j'ai atteint un truc plus intéressant, c'est-à-dire c'est du on-off, mais il y en a de différents types. En gros, les états, c'est juste une condition, en fait. C'est une condition à la D&D. Sauf qu'il n'y en a pas 50, hein, il y en a 3. Donc, au cours de leur voyage, les personnages peuvent subir différents états. Premier état, c'est l'épuisement. Le personnage ne peut plus récupérer naturellement de points de vie. C'est super simple. C'est super simple, mais c'est très efficace, je pense. Parce que la récupération naturelle de points de vie, c'était justement un des trucs qui pouvait me poser problème. Et qui m'a poussé en fait à chercher d'autres moyens de créer des problèmes au PJ mécaniquement ailleurs que sur les points de vie. En fait, j'aime bien moi le côté, honnêtement, on récupère très vite nos points de vie. Donc d'ailleurs, la règle de base pour récupérer les points de vie, pour moi, c'est le personnage récupère la moitié de ses points de vie après une nuit de sommeil ou entièrement après une journée de repos complète. Donc c'est simple. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de GD pour savoir combien de points de vie je récupère et tout. Ça, c'est la règle de base. Mais dès lors que je suis épuisé, je ne peux plus récupérer naturellement de points de vie. Et donc ça, je trouve que c'est cool. Parce que ce que ça induit, en fait, c'est que d'un seul coup, tous les équipements de survie deviennent plus intéressants. Entre guillemets, vous le voyez ici, d'ailleurs, j'ai écrit... Ah d'ailleurs, ça aussi, il faut que je le mette à jour. Bon, je finis mon explication, je mets à jour. Après. Je voulais plus traquer les rations. Parce que les rations, je pars dans tous les sens, hein, mais les rations, c'est un peu le même principe que la fatigue qui monte de 1, qui descend de 1. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ça fait les rations, les PJ prennent plein de rations, tous les jours ils doivent s'enlever une ration, et puis c'est tout quoi. Après, moi je peux mettre des mécaniques qui font que leurs rations pourrissent, etc. Mais c'est pas des mécaniques qui m'intéressent vraiment en soi. Et maintenant, je vais pouvoir rendre les rations beaucoup plus intéressantes. Parce que maintenant, je pourrais dire que les rations, c'est un truc qui rend un des 6 points de vie lorsqu'on les mange juste avant de dormir. Ce que ça va permettre de faire, c'est que quand on va acheter des rations, ça va être pour une très bonne raison. Ça va être pour récupérer des points de vie. Ça va pas être juste pour survivre et que ça prend de la place dans le sac. Et donc, quand je vais faire une nuit de repos, je vais peut-être utiliser des rations pour combler l'autre moitié de mes points de vie qui me manquaient. Donc c'est comme une potion de soin, mais pas magique, la ration. Et qui s'utilise que sur le long terme. On peut pas la bouffer en plein combat à la Skyrim. et surtout, la ration, ça va être le moyen de récupérer des points de vie une fois qu'on est épuisé. Donc ça, je trouve que c'est cool. Et le truc, c'est que l'épuisement, a priori dans ma tête, je l'ai prévu comme un truc qu'on ne peut enlever qu'en allant dans un endroit civilisé. Et en fait, ça s'enlève tout de suite, vous voyez. Mais ça va créer ce côté, entre guillemets, un peu gamey, mais que j'assume. J'ai moins envie d'être dans la simulation cette fois-ci, dans cette campagne. Il y a des endroits qui sont sur notre map hexagonale, un petit peu comme sur un jeu de plateau, qui sont des endroits, si on repasse par cette case, un peu comme au Monopoly ou je sais pas quoi, entre guillemets, on s'enlève l'épuisement. Il y a ce truc un peu intéressant de repérer ces endroits sur la map, et de s'en servir. Et voilà. Donc ça donne plus d'intérêt aux villes en tant que simple passage rapide. C'est pas je rachète des rations, donc attends, je repasse dans mon inventaire, je m'enlève des pièces d'or, tac, 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 etc. Ça peut être ça. Mais c'est aussi, je repasse dans une ville, tout simplement, je récupère, quoi. Donc voilà. Deuxième état, le désespoir. Donc le désespoir, c'est la corruption du personnage ne diminue plus. Donc ça, c'est la même chose. C'est venir mettre, si vous me permettez l'expression, une petite couille dans le pâté du système de corruption. C'est-à-dire que le système de corruption de base, la corruption diminue de moitié chaque jour, arrondi à l'inférieur. Donc c'est un peu comme les points de vie, grosso modo. En un peu plus compliqué. La corruption, ça permet de faire plein de trucs cool. Le truc, c'est que si j'ai l'état désespéré, je ne peux plus la diminuer. Et donc ça me permet aussi un truc intéressant en termes de design, à moi aussi, en tant que MJ, c'est de créer des endroits qui vont activer cette mécanique de désespoir en fait. Maintenant qu'elle existe, qu'elle est bien codée, ça va être un levier. Il va y avoir non seulement la possibilité d'utiliser des monstres ou des pièges ou des trucs qui donnent de la corruption, mais aussi des trucs qui donnent du désespoir et qui font qu'on peut plus récupérer de corruption. Et ensuite, il y a l'état blessé, et ça, je pense que c'est pour pénaliser, je vais l'utiliser pour pénaliser le fait d'arriver à 0 point de vie, parce qu'il y a aussi ce truc un petit peu on-off, parfois, de D&D, j'ai raté je tombe à 0 point de vie, on me relève, et puis je fais des jets de sauvegarde contre la mort et tout, et en fait, me relever, ça ne me donne aucun avantage concret, enfin, un désavantage concret. Il y a la possibilité de la jouer hyper gritty, c'est-à-dire et d'ailleurs, il y a des règles spécifiques dans Shadow Dark pour ça, si on a envie de le faire. Genre, je perds un œil, etc., un peu à la Warhammer, genre j'ai des handicaps et tout. Moi, j'ai pas envie de faire ça, encore une fois. Même si j'ai envie d'un monde un peu sombre, etc., avec la corruption et tout. Mon canon esthétique, ça n'est pas Warhammer. Hein. Mon canon esthétique, c'est plutôt Princesse Mononoke. Elden Ring, je sais pas, une sorte de délire comme ça. Je sais pas s'il y a un point commun entre Elden Ring et Princesse Mononoke, honnêtement, à part le fait peut-être qu'on puisse chevaucher un petit Yakulu.
Mais voilà, j'ai une image en tête qui n'est pas celle de Warhammer, pas celle de personnages qui à la fin vont se retrouver avec un bras en moins, une jambe en moins, tout ça, tout ça. Éventuellement, ils peuvent se transformer en monstres, éventuellement, ils peuvent perdre un bras, etc. Mais là, ce serait, on va dire, un truc hyper spécifique. C'est pas une mécanique de base, genre mon personnage, au bout on le coupe en petits morceaux jusqu'à ce qu'il périsse. Par contre, j'avais envie que quand on tombe à 0 point de vie, ça ait une conséquence un petit peu plus forte. Et c'est qu'on va avoir l'état blessé, qui fait qu'on est désavantagé à tout nos jets jusqu'à ce qu'on soit plus blessé. Et pour plus être blessé, je sais pas encore exactement ce que je vais faire. J'hésite entre, il faut qu'on me ramène à mon maximum de points de vie. Une fois que je suis revenu à mon maximum de points de vie, je ne suis plus blessé. Que ce soit par la magie, par le repos, etc. Ou alors autre chose. Enfin, honnêtement, je ne me fixe pas encore trop sur ça. Je pense que là, j'ai déjà pas mal réfléchi en amont et vraiment fait des ajustements, genre... Je suis assez fier de ce que j'ai fait. Maintenant, je sais que il faut jouer aussi pour voir un peu. Donc, je veux pas trop fixer dans le marbre pour l'instant. Mais je pense que ça va être ça. Ça va être épuisement. Le personnage ne peut plus récupérer naturellement de points de vie. Il doit retourner en ville pour plus être épuisé ou dans un campement très spécifique, un endroit vraiment cool pour se reposer. Blessé, il faut revenir à son maximum de points de vie. Et désespoir, je pense qu'il faut rencontrer une merveille naturelle ou une scène spécifique. Une scène spécifique, genre où on est autour de la table, on se dit, ah, quand même, ça, c'est une scène d'espoir, c'est beau. C'est beau, putain. Et ben, on va plus être désespéré, voilà. Donc voilà. Ensuite, pour le voyage, c'est pas compliqué. Le voyage, honnêtement, je sais pas encore trop. Pour l'instant, j'ai mis un truc qui devrait faire le taf. C'est une journée, c'est 4 quarts. Chaque jour, on peut employer 2 quarts pour être employé à une activité. Au-delà de 2 quarts, chaque activité supplémentaire nécessite un test de constitution DC 12 ou inflige l'état fatigué. Et la vitesse. La vitesse, on traverse un hex de la map en 2 quarts de base, quand on est à pied, qu'on n'a pas de monture, tout ça. Ça fait que, comme vous voyez, se déplacer d'un hex, en fait, ça nous prend toute notre énergie, sans équipement particulier, circonstances particulières, etc. Et donc si on veut faire quoi que ce soit d'autre de notre journée après s'être déplacé d'un hex, eh bien, on va potentiellement être fatigué. Sachant que lors du déplacement, c'est là où il y aura peut-être une rencontre aléatoire, etc. Donc ça veut pas dire qu'il se passe rien. On peut pas, sans risque, se déplacer d'un hex, puis fouiller une zone dans la même journée. On risque d'avoir l'état fatigué. Sachant que l'état fatigué, en soi, n'est pas immédiatement pénalisant. C'est ça aussi que je voulais. C'est que l'état fatigué, le fait que, de base, le fait d'être fatigué, j'avais pensé à mettre un désavantage, c'était hyper violent, je me rends compte. Ça allait faire qu'on allait... J'avais peur qu'on soit trop souvent dans l'état fatigué et que ce soit... En fait, finalement, le jeu, ça revient à acheter tout le temps des decks des avantages. Soit, justement... s'il y a un moyen de récupérer facilement, etc., qu'en fait on soit jamais vraiment fatigué, mais toujours à la limite de l'être, enfin un truc qui finalement en jeu ne va avoir aucun impact à part sur la gestion mathématique du truc. Donc blessé, je trouve que c'est bien pour avoir le désavantage partout. L'épuisement, je trouve que ça va en fait. Le fait que je puisse pas récupérer naturellement de points de vie tant que je suis épuisé, ça fait qu'en même temps, si je joue sans prendre de risque de faire trop des trucs qui pourraient me perdre des points de vie, au final, ça ne me coûte rien. Donc je trouve ça intéressant. Et aussi, ça induit que la fatigue, finalement, c'est une mécanique qui est là pour me créer une attrition, me faire ressentir le besoin de rentrer de temps en temps en ville, qui est aussi là pour me poser des problèmes. En gros, que si j'ai eu des péripéties en route qui m'ont amené à être fatigué, je sais que au moment où je vais arriver dans des endroits dangereux, ça va être plus difficile à gérer en fait, tout simplement. Parce que faudra vraiment faire gaffe à pas perdre de points de vie, parce que je vais pas les récupérer comme ça en un claquement de doigts. Donc ration et tout, j'en ai parlé, je les ai virés. Aussi, j'ai viré un truc, c'était que... Alors ça, c'est pas du tout simulationniste. Les montures n'offrent pas de possibilité de mettre plus, de transporter plus d'équipements. En fait, j'avais envie que les montures, ce soit vraiment à la World of Warcraft, vous voyez. C'est vraiment un peu en mode Metroidvania, juste un moyen de se déplacer plus vite. C'est comme une clé dans un jeu Metroid-like. C'est-à-dire que la première fois que je vais traverser une zone à pied, je vais en chier. Mais une fois que j'ai une monture adaptée à cette zone, c'est beaucoup plus facile la deuxième fois que je passe. C'est ça mon objectif avec les montures. Mais j'avais pas envie que ça augmente la possibilité de transporter de l'équipement. Parce qu'en gros, dans la Shadowmarch, il y a un moment... c'était bien, mais c'était pas... Voilà, c'était pas hyper excitant non plus. Il y avait ce moment dans la forêt de Frena où ils avaient leurs chevaux. Et en fait, tous les jours, ils devaient compter leurs rations. En même temps, il n'y avait pas d'enjeu sur les rations parce que ils avaient des chevaux pour transporter des rations. Donc en fait, ils achetaient plein de rations. Mais il fallait compter que le cheval consommait des rations. Enfin, genre des trucs qui, honnêtement, m'intéressent pas trop, a posteriori. Pourtant, la survie m'intéresse beaucoup. Et là, je pense que j'ai trouvé des règles qui vont accentuer l'aspect survie. Me donner plus de levier que juste les taper, leur faire perdre des points de vie et ensuite ils dorment, ils ont tous leurs points de vie.
et ne pas gérer les rations, l'eau, etc. comme une contrainte pesante et sans impact sur le gameplay. Là, c'est hyper impactant sur le gameplay, je pense, les états que j'ai créés. Les rations, tous les équipements de survie, etc., je vais leur trouver d'autres applications, comme par exemple récupérer des points de vie, réparer des armes, des trucs comme ça, beaucoup plus, qui ont beaucoup plus, j'ai l'impression, un impact en termes de gameplay. Et voilà, je pense que ça va être sympa. Voilà, je crois que j'ai fini. Je vais aller faire encore un petit passage, des petites retouches. Et puis je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et puis si vous voulez télécharger tout ça, bah n'hésitez pas. Je vais le mettre à jour sur le Discord là dans le. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.